Donc, pour formellement débuter nos travaux, j'invite Pierre Doré, président du conseil d'administration de l'ICA et professeur à l'Université du Québec à Montréal, à venir prendre la parole pour un mot d'ouverture. Pierre? Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup aussi d'être présent et d'avoir répondu à notre invitation. Une des choses que l'ICA a faites au cours de ses 75 ans ou 76 ans, c'est de réunir et d'inviter tous les acteurs de l'éducation des adultes et au sens vraiment très large du terme d'acteurs et d'intervenants en éducation des adultes, pour discuter, pour penser et le développement de l'éducation des adultes et d'envisager l'éducation des adultes dans de nouvelles perspectives, à la fois des perspectives de pensée, des perspectives d'action. Donc, c'est donc avec beaucoup de plaisir qu'on peut se voir en présence ou par l'intermédiaire des technologies de la distance. Et donc, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous accueillir. J'ai la présentation que j'ai faite en espérant que mon passé de professeur paraisse pas trop, là. J'ai essayé de me poser la question aujourd'hui, pourquoi faut-il un tel forum? Qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers temps? Et là, quand je parle de temps, c'est à la fois à court terme et à moyen terme. Qu'est-ce qui s'est passé en éducation des adultes et autour de l'éducation des adultes pour justifier et assurer qu'on n'est pas dans le champ là, pour dire les choses directement. Donc, c'est un peu cela. J'avais aussi commencé à réfléchir un peu plus sur qu'est-ce que ça veut dire le bien commun, le bien public. Mais comme on va passer la fin de semaine, pas la fin de semaine, je m'excuse, la matinée sur cette question-là, je me suis dit que je présenterais pas j'allais dire mon incompétence ou mon ignorance sur un certain nombre de choses. Donc, je vais travailler plus, ou parler plus des choses que je connais un peu mieux. Donc, c'est vraiment pour moi, la tenue de ce forum tient pour moi, en quelque sorte, à des transformations importantes qui sont passées au cours des 30 dernières années, ou si on veut remonter encore plus loin, autour des 40 dernières années, autour du développement du champ de l'éducation des adultes. Un premier élément de cette transformation, pour moi, c'est l'introduction progressive, mais réelle et de plus en plus présente des politiques néolibérales, que ce soit au niveau de la gouvernance publique ou que ce soit au niveau de l'éducation. On sait très bien que ces politiques-là, qu'avec ces politiques-là, à l'échelle internationale, les inégalités sociales ne se sont pas réduites. Elles ont plutôt eu tendance à augmenter. Et il y a plein d'éléments, en tout cas d'indices de cette tendance qui, au lieu de résorber les inégalités sociales par un développement économique, on s'aperçoit qu'en fait, ça ne fait que l'accentuer ou en tout cas le reproduire. Et à ce niveau-là, les inégalités scolaires ne diminuent pas. Au contraire, n'en déplaise à notre ministre de l'Éducation. Un autre élément sur les politiques néolibérales qui me semble important à souligner, c'est que ces politiques-là ont coupé. Il y a eu des coupes budgétaires récurrentes qui se sont traduites de toutes sortes de manières dans le champ de l'éducation, dans le champ de l'éducation des adultes. D'abord, ça conduit à des augmentations des frais de scolarité à l'université et par l'introduction de frais de scolarité pour les étudiants à temps partiel dans les cégeps, par exemple. Donc, on a remplacé une logique qui passe par un impôt redistributif par une logique de tarif qui est
tout à fait le contraire d'un impôt redistributif. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est les coupures. Puis là, je ne ferai pas la description des coupures parce que vous l'avez vécu autant que moi, de toutes sortes de manières, mais et les personnes apprenantes ont aussi connu ces coupures-là. Troisième changement avec les politiques libérales, c'est les changements de mode de gouvernance avec la gestion axée sur les résultats, qui réduit dans les faits les marges de manœuvre locales des milieux locaux et qui, en quelque sorte, induit aussi des phénomènes selon lesquels les indicateurs de l'éducation qu'on pouvait avoir, qu'on pouvait obtenir de façon régulière et de façon publique, sont devenus en fait des cibles de l'action dans un contexte, comme je disais, budgétaire difficile et tout. Donc, il y a là un aspect là, qui me paraît être un élément important. La concurrence entre les établissements scolaires, pour ne parler que des établissements scolaires, s'est accentuée. Et ça s'est manifesté, entre autres, par une course aux clientèles. Il y a une diversification de l'offre, d'une certaine manière, mais en même temps, ce n'est pas sûr que l'offre est toujours de qualité. L'autre élément qui est plus ambigu, en mon sens, c'est le fait que ces politiques ont conduit à un recentrage vers les segments professionnalisants de l'éducation des adultes, et dans une perspective de gestion de la main-d'œuvre, plus que dans une perspective de réponse aux besoins de la main-d'œuvre. Ça, je tire ça d'un ancien président de l'ICA qui avait écrit un texte qui mettait en confrontation ces deux aspects. Bon, la position est peut-être un peu abusive, mais en tout cas, elle permet de mettre en lumière les différentes considérations à prendre en compte quand on pense à de la formation professionnelle et qu'on pense à de la formation, à des parcours de formation qui se veulent le plus complet possible. En même temps, il faut dire que les actions en matière de formation professionnelle, au sens large du terme, ne sont pas nécessairement problématiques en soi, mais elles sont surtout... mais c'est le fait qu'elles se sont accompagnées, dans bien des cas, d'une diminution des ressources dans d'autres segments ou d'autres aspects de l'éducation des adultes, et en particulier, je pense en particulier à l'éducation populaire, dont les ressources ont été baissées et dont la structure de financement a aussi beaucoup changé à l'époque. C'est pour ça que je dis qu'il faut remonter un peu à 40 ans là, pour voir les effets des différentes politiques. Par contre, on sait qu'on a créé un réseau de main-d'œuvre, des lieux de concertation entre ce qu'on appelle maintenant les partenaires sociaux et les partenaires économiques. Il y a des politiques d'intervention sectorielle qui ont été mises en œuvre, il y a des organismes sectoriels qui ont été créés, puis il y a des lois qui régulent minimalement, avouons-le, le développement de la formation en milieu de travail. Donc ça, c'est un autre élément qui me semble important, c'est-à-dire on n'est pas dans le tout blanc ou tout noir, mais on est en quelque sorte entre les deux. Un récent rapport de l'UNESCO, et ce rapport-là, l'IUL a été un des acteurs, une cheville ouvrière de la rédaction et de la production de ce rapport-là, nous rappelle que les établissements d'enseignement supérieur, c'est un rapport sur l'enseignement supérieur et l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, les établissements d'enseignement supérieur se concentrent sur l'évolution professionnelle, mais prêtent relativement peu d'attention aux groupes marginalisés et aux apprenants non traditionnels. Donc, en quelque part, cette citation-là me semble intéressante pour justement montrer les limites de la forme de professionnalisation qu'on a connue au cours des dernières années. Donc, on a parlé, j'ai rapidement parlé des coupes budgétaires, et donc maintenant, il faut aussi parler de d'autres politiques et de d'autres éléments de conjoncture qui me semblent importants à ce niveau-là. Et c'est évidemment les effets de la pandémie. On se retrouve dans un contexte beaucoup plus court, dans une temporalité plus courte. On sait bien que tout le monde veut l'oublier.
Ça, on est tous d'accord avec ça, mais en même temps, elle ne nous oublie pas et les effets de la pandémie ne nous oublient pas. Les modes de gestion de la pandémie ont conduit à fermer les établissements scolaires et à faire de la formation à distance le mode de formation prédominant, au moins pendant plusieurs mois. Le confinement a aussi des impacts importants sur toutes les autres organisations formatrices, les rendant économiquement plus vulnérables au niveau de leur vie et de leur survie, mais surtout aussi souvent en rompant le lien avec les personnes apprenantes, sinon par Zoom. En même temps, alors qu'on avait plein d'appréhensions sur le fait que l'éducation générale et les admissions, les inscriptions à l'éducation allaient diminuer, on s'est aperçu, en fait, à l'automne 2020, on s'est aperçu qu'en fait, les inscriptions dans les cégeps, dans les universités, et même en FGA, le fait d'une part que les gens avaient plus de temps, travaillaient chez eux, d'une part, quand ils travaillaient, quand ils n'avaient pas perdu leur emploi, ils étaient en télétravail, et donc cette libéralisation du temps, en quelque sorte, cette libération du temps, a fait en sorte qu'on a vu de nombreuses personnes s'inscrire à toutes sortes de programmes de formation. Et les plus grandes hausses, c'est parmi les étudiants qui ont 25 ans et plus, donc parmi les étudiants adultes. Et avec le retour en présentiel, les administrations scolaires sont aperçues aussi qu'il y avait une baisse qui d'ailleurs continue, au niveau des institutions scolaires. Mais il reste que, en quelque part, je dirais qu'il y aurait une redécouverte, en quelque sorte, ou un repositionnement, au moins symbolique, de la formation à distance au cours de cette période-là et depuis. Et il existe dans les institutions scolaires, au moins dans les institutions scolaires, il existe une réflexion, des débats. C'est sûr que les gens ne sont pas tous d'accord, et ce qui est une bonne chose là, par ailleurs. Les gens sont effectivement en discussion sur la place de la formation à distance, quelle place elle doit avoir, tant en formation initiale qu'en formation continue, en formation des adultes. Et juste le fait qu'il y ait une réflexion sur ça, m'apparaît un point qui est quand même intéressant et qui est fort, qu'il faut prendre compte au cours de nos réflexions. L'autre élément qui peut être plus critiqué et critiquable et critiqué d'une certaine manière, c'est que la crise avec la pénurie de main-d'œuvre a conduit, et l'urgence de la situation dans certains milieux, a conduit en quelque sorte l'État à renforcer en quelque sorte le modèle de planification des activités de formation avec une vision très étroite des articulations entre la formation et l'emploi. Entre autres en ciblant des secteurs et des emplois en particulier. Les pénuries de main-d'œuvre, à ma connaissance, tout le monde dit qu'il y en a partout, mais en même temps, le gouvernement a, pendant la pandémie, ciblé des emplois d'urgence et après la pandémie, a repris ce même modèle pour cibler des programmes en particulier qui sont, nous dit-on, des programmes d'avenir. Mais en même temps, je peux vous dire qu'en quelque part, j'ai toujours trouvé que la sociologie était une discipline d'avenir et donc je ne comprends pas pourquoi les étudiants en sociologie, je parle pour ma paroisse, là, ne peuvent pas avoir les mêmes avantages à ce niveau-là. Donc, c'est un deuxième élément qui me semble-t-il, un autre élément qui me semble important à retenir. Au sein de l'éducation des adultes, la montée de nouvelles plateformes et applications qui incorporent d'une manière ou d'une autre des formations à destination des personnes adultes ont augmenté. Là, je n'oserais pas parce qu'il me reste 2 minutes, c'est parfait.
Merci Hervé. J'oserais pas reprendre en détail tout le travail que Daniel Berry a fait au cours des années pour montrer l'envahissement, c'est le mot qui me vient à l'esprit, mais en tout cas, le détour fait et la place de plus en plus forte de toutes les technologies numériques qui s'adressent à des personnes adultes en formation, en recherche d'emploi à qui on offre des programmes de formation, etc., etc. Donc, il y a là aussi, me semble-t-il, des éléments questionnables qu'il faut questionner et qu'il faut prendre en compte dans notre réflexion, surtout que le peu que je sache des biens communs, les biens intangibles prennent une place de plus en plus importante et tout ce qui tourne autour des technologies informatiques, à part l'ordinateur qui est bien tangible, tout est en fait virtuel et fortement intangible. Donc, il y a un autre élément. La dernière crise que j'évoquerai, parce qu'on est en plein dedans, je ne sais pas si vous avez senti l'odeur de la fumée de bois avant d'entrer dans la bibliothèque, mais ça fait 3 jours que Montréal est sous un smog lié aux forêts, aux feux de forêt. Et les feux de forêt sont essentiellement liés à cette crise environnementale et à la nécessité qu'on a comme société de penser une transition écologique. Donc, à ce niveau-là, il y a un élément important qui me semble à prendre en ligne de compte. Et comme il doit me rester maintenant 1 minute et demie, je clôt. Voilà. Globalement, et je dirais, je finirai un peu là-dessus. Globalement, ce qui manque actuellement, c'est une vision globale de l'éducation des adultes. La loi, on fêtait en 2022 le 20e anniversaire de la politique d'éducation des adultes, de la formation continue. Politique qui, à la suite d'un changement de gouvernement, a plutôt été remisée au placard, mais qui est toujours la même. Mais en même temps, on s'est aperçu depuis ce temps-là que beaucoup de choses ont changé et qu'en quelque part, il nous faut retrouver une vision globale de l'éducation des adultes qui permet que le projet d'apprentissage tout au long de la vie et des politiques qui pensent l'éducation en termes de parcours pourraient contribuer davantage au développement même de l'éducation des adultes. Ce manque de vision globale se retrouve très contemporain, se retrouve actuellement dans la discussion sur le projet de loi 23, où on s'aperçoit que quand on lit la loi, que l'éducation des adultes est nommée nulle part. Je me suis vraiment amusé. J'ai fait adulte dans la loi, nulle part. En quelque part, et le projet de loi, un des éléments qu'on a écrit au ministre Drainville, comme l'ICEA, c'est de dire, écoutez, le seul organisme actuel, à part l'ICEA, bien sûr, mais le seul organisme à part nous qui peut avoir une vision systémique et organisée de l'ensemble de l'éducation des adultes, c'est le Conseil supérieur de l'éducation. Et d'une part, dans le projet de loi actuel, il veut scinder le Conseil en deux, en faisant perdre sa capacité de synthèse globale et d'une vision globale de l'éducation comme telle. Et dans le cas de la création du Conseil de l'enseignement supérieur, il n'est pas plus évoqué le fait que le Conseil a une responsabilité en éducation des adultes. Donc, à ce niveau-là, on voit qu'aujourd'hui, sur des projets de loi et des pratiques quotidiennes, que l'éducation des adultes manque cette vision globale et manque cette reconnaissance comme telle. Les enjeux sont donc nombreux et tiennent à différents éléments de contexte, comme je viens de le dire. Cela ne facilite pas notre tâche,
Mais c'est pour cela que nous avons cherché à joindre le plus grand nombre de groupes et de personnes, même parmi ceux et celles qui, comme M. Jourdain, faisaient de la prose sans le savoir, des personnes donc, qui font de l'éducation des adultes sans le savoir. Parce que ces recompositions au niveau organisationnel, au niveau institutionnel et au niveau des différents aspects de l'éducation des adultes font en sorte qu'il y a un élargissement des personnes qui, de fait, font de l'éducation des adultes, que ce soit de façon informelle, non formelle ou un peu plus formelle, mais qui spontanément ne se rattachent pas, en quelque sorte, à la vocation ou à l'esprit de l'éducation des adultes. Et dans ce sens-là, c'est un des éléments qui me semble important, et c'est un élément sur lequel on est intervenu pour qu'on puisse avoir une variété de gens qui peuvent nous aider à élargir le champ, à donner et à lui donner quand même une vision globale. Donc, au cours de la journée et de demain, nous vous invitons donc à poser les jalons d'une éducation des adultes post-néolibérale, post-pandémie et proactive dans le développement des personnes et des collectivités. Pour ce faire, le thème que nous vous proposons d'examiner, celui de l'éducation des adultes au service du bien commun et du bien public. Bien commun parce qu'on pense que tout le monde peut profiter à la fois de l'éducation des adultes comme lieu institutionnalisé, mais à la fois des compétences et des connaissances que le fait d'être dans des situations de formation, quelles qu'elles soient, permet une plus grande autonomie individuelle et une plus grande autonomie collective. Notre idée est de penser l'éducation des adultes comme un bien commun qui fasse l'objet de l'attention publique, tant au plan gouvernemental qu'au plan de l'action publique. Là-dessus, il faut élargir notre proposition. C'est que quand on parle d'action publique, c'est pas rien que renvoyer à l'État. Bien sûr, l'État a une responsabilité fondamentale, mais c'est de renvoyer aussi à tous les acteurs et à tous les groupes qui participent au développement de l'éducation et de l'éducation des adultes. Et à ce titre, effectivement, l'éducation des adultes peut devenir un bien public. Cela dit, il nous reste à mieux préciser ce que cela veut dire en pratique. Nos réflexions et nos discussions devraient nous donner des pistes de travail plus précises. Et pour ce faire, je vais donner la parole à Émilie et Jessica qui vont nous retourner un peu sur la démarche pré-forum, parce qu'on a voulu, au cours des derniers mois, préparer le forum, à développer la réflexion et développer la curiosité autour de ces notions de bien commun, de bien public, de les articuler avec l'éducation des adultes. Et donc, je me suis donné la tâche de vous dire, voici comment on peut voir pourquoi on fait le forum, pourquoi on a choisi ce thème-là, et après, pour construire le thème et le construire en termes d'éducation des adultes, je vous laisse dans les mains d'Émilie et de Jessica. Merci beaucoup.